Je voudrais m'interroger sur cette foi par laquelle commencent tous les contes. Il me semble qu'elle est le jadis, au sens que donne à ce mot, dans une série de romans récents, l'écrivain français Pascal Quignard. Le jadis, c'est-à-dire, dit Quignard, le temps d'avant le temps, celui qui précède le début, celui qui se tient à la limite du jamais survenu et qui, pour cette raison même, ne rencontre pas le passé. Je dirais pour ma part, un passé d'avant le passé, et qui, pour cette raison même, se trouve soustrait à la tentation de toute nostalgie ou de toute régression. Alors, il y a un exercice critique un peu codé et peut-être un peu vain qui consiste, Borges en a beaucoup usé, à prendre n'importe quel livre dans la bibliothèque et à considérer ce livre pris au hasard comme le commentaire de n'importe quel autre. Voilà ce que je voudrais faire, puisque rien ne m'interdit de tenir le deuxième des volumes de Dernier Royaume de Pascal Quignard comme une série de notes placées en marge de la liste de Lewis Carroll et constituant donc l'interprétation la plus exacte de ce récit, en principe destiné aux enfants. On peut lire sur le jadis comme une collection de remarques qui éclaire la fabuleuse dégringolade enchantée d'une toute petite fille parmi les apparences les plus folles, régressant vers ce temps qui est aussi un lieu, et où le perdu exerce sur l'esprit sa fantastique capacité d'attraction, jusqu'à ce que toute chose, et soi-même parmi ces choses, y fasse l'expérience des transformations les plus insolites, et qu'enfin tout se perde dans un rêve. Quignard écrit « Autre côté et jadis sont le même. Les romans d'enfance, parce qu'ils s'installent dans l'absolu de l'autrefois, nous reconduisent vers l'autre côté du monde, qui est aussi l'envers du temps. Il y a là une proximité avec ce que Quignard appelle le réel indicible. Le réel, lit-on dans Sur le jadis, est inintelligible, il tombe. Oui, il tombe comme Alice et il le fait avec elle. Et Quignard ajoute, le temps est imprévisible, il passe. Oui, comme le lapin blanc, et avec lui il passe. Mais de ce qui tombe et qui passe, quelque chose reste pourtant, puisque dans Sur le jadis on lit encore, ce qui s'est perdu éperdument rayonne encore. Comme celui du chat de Cheshire, qui demeure après que tout de lui se soit effacé, subsiste le scintillement d'un sourire dont personne ne saura jamais dire le sens. Alors bien sûr, il y a une formidable homonymie aléatoire qui a rendu possible la langue française et dont je ne vais pas me dispenser de faire usage. Homonymie qui est impossible dans d'autres langues, dans l'anglais avec son Once Upon a Time, ou dans le japonais où les contes commencent par cette formule également codée qui dit mukashi mukashi, c'est-à-dire autrefois, autrefois. Pour le français, à l'oreille, mais c'est à l'oreille que s'adressent les contes, se confondent donc deux mots pourtant parfaitement différents, foi et foies, qui désignent toute forme d'inscription lointaine ou répétée dans le temps, et foi et foi, qui dérive du latin fides et qui veut dire confiance ou croyance. Est-ce qu'il est légitime, dans le cadre d'une intervention philosophique, de jouer ainsi sur les mots et de profiter des fausses parentés qui existent entre eux pour laisser à croire que ces fausses parentés sonores induiraient des ressemblances en ce qui concerne le sens des termes mobilisés? On se rappelle que c'est tout l'enjeu de la célèbre querelle entre Alice et Humpty Dumpty dans l'autre des grands récits de Lewis Carroll, paru en 1872, et qui s'intitule « De l'autre côté du miroir ». Lorsque moi j'emploie un mot, réplique Humpty Dumpty, il signifie exactement ce qu'il me plaît qu'il signifie, ni plus ni moins. La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui sera le maître, un point, c'est tout. Alors, comme il me reste encore 10 minutes, c'est-à-dire très peu de temps pour faire le maître, je vais profiter donc de cette opportunité pour faire comme si ces deux mots qui sont différents, en fait, n'en étaient qu'un seul. Comme si cette « il était une fois » nous introduisait dans la fiction d'une superstition qui installe avec elle tout l'impossible d'un monde enchanté. Il acceptait d'avoir la foi pour s'en revenir vers « l'il était une fois » de l'enfance. Il y a une formule magique qui existe et dont tout dépend, et il se trouve qu'il s'agit également de l'expression favorite d'Alice. Faisons semblant. Faisons semblant, dit soucieuse de correction la traduction française, afin de rendre le let's pretend du texte original. Mais les enfants, et c'est tant mieux, parlent une autre langue que celle des professeurs. Let's pretend, faisons semblant, disons plutôt on aurait dit. Parce que c'est cette formule-là que les enfants utilisent pour initier leur jeu. On aurait dit qu'on était des rois et des reines, des pirates et des indiens, des gendarmes et des voleurs, des papas et des mamans,
bien d'autres choses encore, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Il y a un grand écrivain français, il s'agit de Louis Aragon, qui d'ailleurs fut en son temps le traducteur de La Chasse au Snark, et qui commente dans l'un de ses derniers romans, intitulé La mise à mort, le début du livre de Lewis Carroll. Je voudrais citer longuement les remarques qu'Aragon consacre donc à cette formule du Let's Pretend. Aragon écrit « Alice demande au petit chat s'il sait jouer aux échecs. Levez donc vos superbes épaules. C'est par là qu'est introduite la grande leçon qui nous est donnée dans l'art du roman. Car tout ce livre inexplicable, il s'agit donc de l'autre côté du miroir, car tout ce livre inexplicable, affirme Aragon, n'est qu'un art romanesque, s'en est-on jamais avisé. Le romancier, c'est celui-là qui trouve naturel de demander au petit chat s'il joue aux échecs. Et tout aussitôt, C.L. Dodgson nous instruit d'une méthode de pensée qui est caractéristique d'Alice au pays des merveilles ou ailleurs. Elle dit, afin de s'égarer elle-même, « Let's pretend », prétendons, et peu importe quoi, c'est sur ce jeu que l'invention s'installe. Cette petite phrase, c'est toujours Aragon qui parle, pour peu qu'on l'écoute, est de plus d'importance pour l'art du roman que la remarque classique de Flaubert touchant Madame Bovary. Et il est vrai que pour ma part, entre Alice et Madame Bovary, mon choix est fait, au moins pour les prolongements vers l'avenir. Si je ne suis plus à l'âge de faire la conversation au petit chat, la question demeure toujours de traverser le miroir, de passer dans la maison de l'autre côté, c'est-à-dire d'entrer dans ce monde qui m'est interdit, ce monde toi. Let's pretend. Et je suis déjà au-delà des apparences, je suis déjà tout le reste, comme est la neige à la maison de ce côté-ci du miroir. Ainsi commence n'importe quel chapitre de ce roman, qui est l'amour de toi. Alors j'avais prévu ici d'insérer un développement plus savant et plus théorique, mais quitte à sacrifier quelque chose dans ce texte qui apparemment est trop long, je crois que c'est la partie la plus sérieuse que je vais laisser de côté. Je faisais allusion à un livre de Jean-Marie Schaeffer qui s'intitule « Pourquoi la fiction ?», qui est apparu en 1999, et dans lequel Schaeffer montre de manière tout à fait rigoureuse et convaincante que toutes les grandes formes de la création artistique remontent à ce qu'il appelle, usant d'un terme anglais, les make-believe de l'enfance. Et en conséquence, il y a comme une continuité qui conduit des tout premiers récits qu'on entend lorsqu'on est petit garçon ou petite fille, jusqu'à ces grands romans qui s'intitulent par exemple « À la recherche du temps perdu » de Proust ou « Finnegan's Wake » de Joyce, et qui, comme on l'a souvent fait remarquer, empruntent aussi la forme de modernes contes de fées. La fiction n'est pas la foi. Mon hypothèse serait qu'elle en constitue l'antidote. La fiction suscite la foi, puis elle la suppose, et enfin elle la suspend. Je fais semblant de croire. Par exemple, qu'il existe un monde étranger et qui ressemble au parti au nôtre, un monde dont l'ouverture se situe sous le trou d'un terrier, ou de l'autre côté du miroir, dans lequel on célèbre les non-anniversaires, où des figures de cartes à jouer disputent des parties de croquet avant de chercher la victime émissaire qu'il leur plaira de décapiter, où les chats jouent aux échecs quand ils nous font la grâce de nous laisser autre chose que leur sourire. Je fais semblant, mais seulement semblant de le croire. Je ne suis jamais entièrement dupe de la fable que j'ai moi-même fait naître, et en laquelle je dois accepter de placer toute créance le temps de la lecture. Fable à laquelle je n'accorde jamais la valeur définitive de vérité qu'on prête aux croyances religieuses ou au système philosophique. Il y a une formule qui a connu un extraordinaire succès critique et qu'on doit au poète anglais Coleridge, qui parle de « willing suspension of disbelief », autrement dit suspension volontaire de l'incroyance. Oui, la fiction suppose l'interruption volontaire de toute incroyance. Coleridge a raison. Au commencement était l'incroyance, car il est naturel de ne pas croire, mais cette incroyance, par jeu, il est possible parfois de la suspendre, pour un moment seulement, le moment de l'enfance qui est aussi celui, Baudelaire l'écrit, retrouvé à volonté du génie. Il y aurait comme un pari d'Alice, et qui, à mon sens, bien sûr, tout comme Aragon préférait Madame Bovary à Alice, un pari d'Alice qui, bien sûr, est préférable à celui de Pascal, et qui mise également sur l'impossible, mais qui le fait avec ironie. Tout cela est pour de faux, comme disent les enfants.
et ne durera que l'instant d'un rêve qui est aussi la vie. La petite héroïne de Lewis Carroll fait simplement mine de croire à tout ce qui lui arrive. Mais elle conserve en elle toutes les ressources actives d'un esprit critique qui s'exerce sur le monde et qui ne tient rien pour acquis de ce qui se présente à lui. Alice cède avec délice au charme de l'insensé. Mais elle se reprend au plus profond du gouffre qui s'ouvre sous ses pas. En ce sens, elle n'accomplit pas un exploit moins philosophique que celui de l'Ulysse dont parle Maurice Blanchot, survivant au chant des sirènes après en avoir joui, revenant pour emporter témoignage auprès des vivants. Et c'est précisément pourquoi Alice se sauve enfin, renvoyant toutes les visions qui l'assaillent au néant. Sur le monde, disent toutes les croyances, règnent des rois et des reines, et j'ajouterai pour ma part aujourd'hui surtout beaucoup de valets, de cœurs, de piques, de carreaux ou bien de trèfles. Les adultes ont tendance à prendre irrésistiblement au sérieux de telles figures de l'amour et de la haine, de la réussite et puis du pouvoir. Mais rappelez-vous la fin d'Alice au Pays des Merveilles. Confrontée aux cartes qui la menacent, une petite fille réplique, et sa réplique est digne d'une parfaite voltairienne. Je cite Alice, « Qui se soucie de votre avis à vous autres? Vous n'êtes qu'un jeu de cartes, après tout. » Et dès qu'elle a prononcé cette formule magique, dans le récit, le cauchemar se dissipe. Je cite la fin du livre. Ce qu'il arriva ensuite, ce fut qu'Alice s'éveilla de son étrange songe. Et elle découvrit que les cartes n'étaient que quelques feuilles tombées de l'arbre que le vent lui avait plaquées contre le visage. Cartes étendues pour rien sur la table, feuilles mortes soufflées par le vent. Oui, la vie n'est rien de plus que cela. Il n'y a rien d'autre à espérer, dit Alice, rien sinon s'éveiller enfin en rapportant avec soi le gage enchanteur d'avoir pourtant rêvé. Ne serait-ce pas délicieux que de faire, tout comme Alice, écrit Carroll, un curieux rêve? J'en viens presque à ma conclusion. Let's pretend. Faisons semblant à notre tour, puisque contrairement aux apparences, qui nous montrent adultes, nous sommes des enfants. Il n'y a pas de grande personne, affirme la première des deux vérités que pose Malraux au début de ses anti-mémoires. Et la seconde de ces deux vérités, vous vous en souvenez, dit « Les gens sont toujours plus malheureux que l'on ne croit ». Chaque proposition complète et corrige l'autre, puisque tout malheur est un chagrin d'enfant, puisque tout malheur n'est qu'un chagrin d'enfant. Dans le monde du miroir, écrit Carroll, « Let's pretend », faisons semblant que nous sommes des enfants. Dans le monde du miroir, écrit Carroll, les livres ressemblent à nos livres, à cette différence près que les mots y sont écrits à l'envers. Je le sais bien, car un jour j'ai tenu un de nos livres devant la glace, et lorsque l'on fait cela, on tient un livre aussi dans l'autre pièce. Les livres pour enfants sont écrits à l'envers des autres, dans l'autre sens. Je veux dire que, croyant avancer dans leur lecture, croyant tourner les pages vers leur point final, à mesure, pourtant, ces livres nous reconduisent à l'envers vers leur toute première phrase, celle qui dit « Il était une fois ». À quoi convient-il de croire? Tout en sachant qu'il n'en est rien, faisons semblant que le monde a un sens, que rien n'y est invraisemblable, qu'il n'est pas impossible qu'on y croise le sourire d'un chat, des maisons trop petites pour y tenir tout entières, ou bien si grandes que les pièces de mobilier y prennent les dimensions d'inaccessibles monuments, des puits si profonds qu'on y tombe sans fin, un océan de larmes engloutissant l'univers pour y noyer son chagrin, l'amour enfin d'une petite fille à laquelle il faudra dire un jour adieu. Faisons semblant que tout cela va de soi, mais n'y croyons pas tout à fait. Soyons aussi sages que des enfants qui savent que viendra le temps de ranger leurs images, de refermer leurs livres. Alors, il faut croire aux livres. En tout cas, c'est, vous l'avez compris, l'éloge de cette croyance-là que je vous proposais aujourd'hui à titre introductif. Il faut croire aux livres. Seuls les livres sont dignes de confiance. Il y a un penseur très sérieux qui nous le dit, il se nomme Georges Bataille. Un peu plus, un peu moins, écrit-il, tout homme est suspendu au récit, au roman, qui lui révèle la vérité multiple de la vie. On peut terminer sur cette image ou sur cette anecdote. Imaginons que je regarde aujourd'hui une enfant qui ouvre le livre qu'a écrit autrefois Lewis Carroll pour Alice Liddell. Dans ce livre, elle trouve tout un monde qui ne lui masque absolument rien, et c'est toute la grandeur de Carroll,
Un monde inventé mais qui ne lui masque absolument rien à cette petite fille, de l'infinie cruauté d'être livrée au temps, à son travail d'ingonie, à la sévère et impitoyable séparation qu'existe et implique entre ceux qui se sont aimés un jour. Mais ce monde cruel, ce monde terrifiant est aussi un monde merveilleux, avec toute la féerie du désir, qui répand parmi les apparences tout un cortège de figures gracieuses, enchantées, bouleversantes. J'use, je ne sais pas combien de temps il me reste, disons sans doute 1 ou 2 minutes, donc j'use encore du pouvoir de maître qui m'appartient pendant 7 minutes, pour donner à nouveau un sens inventé au mot. Je parle de littérature, mais puisqu'il m'est possible de donner encore un peu au mot le sens qui me plaît, entendez par ce mot ce que vous voulez, philosophie par exemple, art, vie, je dirais toute pensée, quelle que soit la forme qu'elle affecte. La littérature donc, ou ce que vous voudrez qui ressemble à la littérature n'est rien d'autre qu'un formidable make-believe, un faire-croire, pour reprendre la formule que Schaeffer, dans le développement que je vous ai épargné, questionnait. Que la littérature soit un make-believe, Lewis Carroll le savait bien. Pourquoi écrit-on ? Les contes, Carroll le savait, on les fait pour des petites filles qui deviendront des femmes, ou pour des femmes qui sont restées des toutes petites filles. À seule fin de leur faire croire que le pays des merveilles existe, qu'il n'est pas insensé d'imaginer qu'elle nous y accompagne encore un instant. Vite, car le temps passe, pressés que nous sommes autant qu'un lapin blanc, sortant sa montre de son gousset, et bientôt sera venu le moment du réveil, où tout va déjà finir. Let's pretend, donc voilà la forme de croyance, ou la forme de foi, que pour ma part je vous propose. Comment faire ? Demandez à des enfants, ils le savent tous. La marche à suivre est assez simple, elle se trouve d'ailleurs exposée aux toutes dernières lignes du livre, que je cite pour finir. Étendez-vous sous un arbre, et attendez qu'un lapin blanc, montre en main, vienne à passer. Fermez alors les yeux, et faites semblant d'être cette chère petite Alice.